différentes, un jargon professionnel différent. Pour autant, on a les mêmes préoccupations éducatives, socio-éducatives, de prévention, etc. Il y a plein de sujets. Et on a différents axes de travail, dont l'axe bien grandir ensemble, dans lequel justement il a été question pour moi de sensibiliser à la question de la justice restaurative. Il se trouve que c'est intéressant dans le cadre scolaire et c'est intéressant aussi en dehors du cadre scolaire sur des problématiques qui ont pour le coup quand même des incidences en milieu scolaire. Je pense notamment au RICS interquartier, que la collectivité malheureusement connaît bien, et qui est un enjeu vraiment de relations, hein, clairement, donc qui rentre dans l'axe bien grandir ensemble. Après, on a d'autres axes sur lesquels, voilà, même s'il y a toujours de la transversalité, bien grandir ensemble, mais il y a aussi apprendre et réussir. Pour apprendre et réussir, il faut aussi des conditions de bien grandir ensemble, hein, comme on a vu ce matin. Et puis, il y a les questions de santé mentale et d'ouverture culturelle. Donc, quelque part, il y a quand même du lien dans tous ces axes. Et donc, effectivement, il était question, il est encore question de sensibiliser des élus, parce qu'effectivement, les décisions, les orientations, les projets peuvent se mettre en place quand les élus sont sur la même longueur d'onde, en tout cas intéressés. Les collègues, donc des services municipaux qui s'occupent des jeunes ou des enfants, ou les médiateurs aussi. Il y a évidemment les associations, que ce soit des associations sportives, culturelles, en tout cas tous ceux qui rencontrent ce public, et puis bien évidemment avec le club de prévention aussi, et bien évidemment les établissements scolaires qui côtoient au quotidien ces élèves. Donc effectivement, ça fait beaucoup de cultures de professionnels différentes à embarquer, entre guillemets, vers une culture commune, pour harmoniser un petit peu à la fois les postures éducatives et puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, parce qu'en fait, finalement, tous les conflits, toutes les tensions, même si elles se révèlent différemment dans le milieu scolaire que dans une association ou dans le quartier, et il y a des pistes, et la piste commune qui a été trouvée, justement, c'est la justice restaurative. Mais il a fallu un cheminement, voilà, et je crois que c'est la question. Le cheminement, c'est les commissions thématiques. En fait, ce sont des réunions qui sont justement organisées dans le cadre d'une cité éducative, où on invite tous les professionnels du territoire autour d'une thématique. Donc là, en l'occurrence, c'était les RICS interquartiers. Il y a eu aussi le harcèlement en milieu scolaire. Et l'idée, c'est de partager des constats, quelles sont les difficultés, mais aussi où est-ce qu'il y a eu des réussites, quels sont les outils et éventuellement les formations pour lesquelles ils sont intéressés. Et de là, en partant de leur... parce qu'en fait, en arrivant sur ce poste de chef de projet cité éducative, je ne me suis pas dit je viens avec mon bâton de pèlerin pour vanter les mérites de la justice restaurative. Pas du tout, c'est que ça s'est construit en réponse aux besoins qui se présentaient à nous à ce moment-là. Mais justement, donc, dans un contexte de RICS, par exemple, qu'est-ce qu'il faut restaurer, par exemple? Eh bien, comme toutes les autres situations de conflit, j'ai envie de dire. À la fois les personnes, parce qu'en plus c'est particulier, il n'y a pas, en fait, en fonction des situations, une victime va devenir à un autre moment auteur et vice-versa. Et en fait, c'est de considérer finalement tout le monde comme victime et puis tout le monde comme aussi auteur. Donc c'est vrai que cette terminologie, on s'y attarde pas tellement. C'est comment on va mettre les gens en lien, notamment les jeunes, mais aussi les adultes. Il faut savoir qu'on a des professionnels qui travaillent dans tel ou tel quartier et pas dans un autre. Donc les jeunes aussi se construisent des repères par rapport à des dynamiques de quartier et qui peut être aussi compliqué quand le sentiment d'appartenance à cet âge-là se construit. Donc là, l'idée, c'est de construire un sentiment d'appartenance bien plus large, hein, la famille, les amis, ok, mais la société aussi. Et donc, c'est dans la justice restaurative, on trouve cette, entre guillemets, mentalité de dire on vit ensemble, forcément il y aura des conflits. Avec ou sans justice restaurative, il y aura toujours des conflits, ça fait partie des relations humaines. Mais à partir du moment où on construit ensemble un cadre dans lequel on sait comment on va les résoudre, ces conflits, et déjà ça crée un climat différent. Ça conforte aussi les professionnels, bien évidemment. Mais pour autant, ça conforte aussi beaucoup les jeunes et les enfants qui peuvent se dire « Ok, c'est ok pour tout le monde de se dire que le conflit m'a fait mal. C'est pas être faible que de dire que le conflit m'a fait mal et que j'ai besoin de réparation. » Même si à ce moment-là, peut-être je suis considérée comme l'auteur, mais j'ai peut-être aussi des choses à dire là-dessus. Et donc, c'est de créer un temps de parole et d'écoute pour que ce soit eux qui trouvent leurs solutions. Parce que le problème, c'est que souvent, on cherche les solutions à la place des jeunes. Et là, c'est d'essayer de leur donner l'occasion. Donc, tout ça, c'est très bien, mais je vous le dis très clairement, on n'y est pas encore exactement. D'ailleurs, on travaille, en fait, on s'entoure vachement bien, avec Hélène,
avec Hugo, avec Éric Verdier aussi. Donc voilà, on ne peut pas faire ça seul. La justice restaurative depuis 2014, voire 2012, voilà, c'est quelque chose auquel je crois. Pour autant, ce n'est pas une personne seule qui va pouvoir changer les choses. Il faut vraiment être bien entouré et surtout réussir à convaincre et discuter. Donc on s'est beaucoup appuyé sur le film Je verrai toujours vos visages. Ça a facilité aussi les choses. Même si on en parlait avant, ça a été un petit coup de pouce en plus. Donc restaurer en fait les liens et les places de chacun, c'est ça que vous vous apprêtez à faire avec le projet que vous allez mettre en place. Hugo Picard, est-ce que vous pouvez, en tant que criminologue, victimologue, nous raconter selon vous, selon ce qu'on restaure quand on met en place de tels projets ? Oui, bonjour à tous, merci Juliette pour l'invitation. Concernant la restauration, c'est vrai qu'il y a plein de quiproquos là-dessus, notamment autour de la nourriture. On n'est pas effectivement là-dedans. Au risque de me répéter par rapport à ceux qui étaient avec moi ce matin, on est vraiment sur l'idée d'une fracture dans la vie. En fait, quand il y a un fait qui survient, la vie n'est plus la même suite au fait, elle sera plus la même ensuite. Donc nous, on n'est pas dans le but d'aspirer à revenir à l'état initial d'avant les faits, mais on va essayer de favoriser par le dialogue et donc par un apport de compréhension, la reprise du cours de la vie de manière plus apaisée que ce que ça n'était suite aux faits. Il y a avant tout un besoin de compréhension, en fait. Quand les faits s'installent et qui perdurent, c'est souvent lié à ça. Et aussi peut-être un manque de réciprocité émotionnelle, j'ai envie de dire. L'autre est forcément vu comme différent de soi. Sur les rixes interquartiers, on a des représentations extrêmement dégradées d'autres quartiers. Alors moi qui travaille avec les jeunes dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse, je les reçois une semaine sur deux des fois. Ce sont les mêmes jeunes, enfin ils aiment les mêmes choses. Ils viennent la plupart du temps du même milieu socio-économique. Dans un autre contexte, ils se seraient vraiment beaucoup appréciés. Favoriser cette réciprocité-là, c'est envisager que l'autre, finalement, ne soit pas si différent, nous ressemble, et comprendre aussi d'où ça vient. La plupart du temps, ceux qui posent ce type d'acte-là ne savent même pas pourquoi. Moi, je leur demande, mais comment ça se fait que... Ça vient d'où, en fait? Moi, je sais pas, les grands frères étaient déjà comme ça. Les grands frères le font toujours, non? Ils en sont où? Maintenant, ils ont autre chose à faire. Ils ont mieux à faire, ils ont eu des enfants, ils ont un travail. Ils n'arrivent déjà pas à cibler exactement d'où ça vient. Donc il y a tout un travail en restaurative. Je parle toujours moi d'une ligne du temps, de la naissance au premier fait. Il y a quelque chose qui s'est passé entre ces deux temps-là. Ensuite, il y a l'installation des faits, ce que ça peut générer comme répercussion, mais aussi comme gratification dans le groupe de pairs. L'identification au père est très forte. Pourquoi le groupe de pairs est représenté plus positivement que le modèle parental ou certains autres modèles de la société? Expliquer ça et ensuite expliquer, être capable, en capacité d'expliquer, suite aux faits, les répercussions sur soi-même. On commence déjà par, souvent sur des personnes très autocentrées à la base, hein, donc on commence sur soi-même, son entourage social, plus largement sur la société, et ensuite on va voir en face, on transpose sur la victime qu'est-ce qu'il est possible qu'il en soit au niveau des répercussions, l'entourage social de la victime, et ensuite envisager comment on peut s'y prendre pour après. En fait, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de générer autant de souffrance, y compris sur des gens qu'on apprécie énormément? Là, je pense à l'entourage social immédiat des mineurs. Il y a un travail à faire là-dessus, je pense, qui serait bien évidemment complémentaire à d'autres formes de prise en charge. Mais on a en justice restaurative possibilité d'organiser ce qu'on appelle des groupes de parole. Hein. Il y a toujours une préparation forcément individuelle où le mineur va déjà poser le pourquoi lui-même il fait ça. Déjà. Accéder déjà à comprendre de soi-même, c'est pour ça qu'on commence toujours en individuel, et ensuite on va ouvrir vers les autres, qu'est-ce que ça génère et qu'est-ce qu'on envisage de faire ensuite. Donc ces groupes de parole-là, on les a envisagés avec lui-même, ça fait un petit moment maintenant hein, qu'on en parle, de pouvoir envisager les trois mêmes phases qu'en justice restaurative classique, c'est-à-dire une préalable où on s'organise, une préparatoire où on prend le temps qu'il faut avant d'aller au dialogue quand même, parce que la plupart de ces jeunes-là, on leur parle de justice restaurative, rencontre auteur-victime, ils vont vouloir tous être auteurs. Le statut de victime, il n'est pas envisageable. Donc on change, on adapte. On va plutôt parler de jeunes concernés par des violences en groupe. Et on va proposer une configuration, je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de rencontre condamné-victime, où c'est un dispositif en réalité... on va appeler indirect des personnes qui sont concernées par une même typologie de faits, mais qui ne se connaissent pas, ils ne sont pas liés par les mêmes affaires. On va le présenter, nous, le proposer en tout cas, mais sans l'appellation auteur-victime, avec
des personnes qui effectivement ne seront pas liées par les mêmes affaires, mais aussi avec des jeunes qui seront liés par les mêmes affaires, parce qu'il y a un travail effectivement de réciprocité à faire, en élargissant aussi, il y a d'autres jeunes qui nous ressemblent, qui sont concernés par exactement la même problématique, qui se retrouvent exactement avec les mêmes répercussions, mais rien n'a été fait non plus pour eux. Et en face aussi de pouvoir permettre sur les mêmes conflits en fait, un réel échange. Et sur ce dispositif-là, on propose également à des professionnels, plutôt des professionnels de l'éducation nationale, ou c'était éducative, en tout cas des personnes qui sont dans le milieu, en lien avec le milieu de l'enseignement. J'allais vous demander, oui, quelle place de l'école dans tout ça, en fait. Ouais, mais c'est... alors, bien sûr, l'école, c'est une petite société, en fait, donc ça a tout son sens de mettre de la justice restaurative à disposition des élèves. Les professionnels, c'est là que Hélène vous en parlera mieux que moi, mais va s'occuper d'une formation à visée plus interne au milieu scolaire, ou pour les petits conflits, on ne parle pas de risques interquartiers là, mais rendre compétents des professionnels de l'enseignement à pouvoir animer des sessions de rencontres pour des faits peu graves, et pour les faits effectivement de plus grande gravité, voire même pour les faits judiciarisés, de pouvoir faire intervenir le service. Donc les professionnels, par contre, sur la configuration de groupe des violences interquartiers, il y a réellement 2 professionnels sur base du volontariat qu'on invite à être participants, pour le coup, au dialogue. Des professionnels qui auraient une vraie expérience sur la question, qui auraient pu eux-mêmes constater des risques dans les promotions antérieures, voir les répercussions sur les parents, avoir rencontré des parents qui seraient concernés par ça, qui auraient pu vivre aussi des répercussions. Et dans un groupe où on n'est pas forcément sur les 2 quartiers qui se détestent, mais où il y en a, mais il y a aussi d'autres personnes et des professionnels qui savent de quoi ils parlent, on peut leur proposer ça, puisqu'ils savent eux-mêmes, mineurs concernés, ce que c'est que de faire. Alors que les professionnels ont une idée scientifique, ont une idée parce qu'ils ont pu échanger avec un certain nombre de personnes, ils ne savent pas ce que c'est que de faire. Donc, de manière très très complète, pouvoir organiser ce type de dialogue-là, on l'espère, pourra avoir un effet sur la suite. Si jamais ils se ressemblent tant que ça, quel est l'intérêt ensuite de réitérer des conflits d'une violence? On a eu quand même pas mal de décès. Hein. Là, on parle de Corbeil-Essonnes, mais je travaille dans le Val-de-Marne, je travaille à Seine-Saint-Denis, Paris. Des fois, c'est même entre 2 cités du même arrondissement. Donc, on est quand même sur des configurations où il y a quelque chose à faire. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait non plus. Donc, ça, c'est un des versants de notre projet pour cette année. Et après, il y a tout un versant aussi à visée restaurative, où on va organiser un certain nombre d'actions collectives, où on fera faire une présentation de la justice restaurative aux élèves, puisqu'ils ne savent probablement pas ce que c'est encore trop récent, et de leur laisser l'opportunité de participer à des jeux de rôle, pour pouvoir se projeter à la place des uns et des autres. Et on fait un travail constant, finalement, sur l'altérité, hein, c'est de ça dont il s'agit. Voilà, donc on est resté, nous, centrés sur effectivement 3 grands axes, que sont les discriminations de toutes sortes, avec notamment l'appartenance religieuse, orientation sexuelle, les violences physiques et groupales, et aussi les violences verbales et le harcèlement scolaire. Ça reste non plus pas fermé, ça sera après à la demande. S'il y a une question de violence sexuelle entre des élèves ou autres, ça sera bienvenu aussi. Mais pour simplifier, je pense, les orientations, on a vraiment sectorisé là-dessus. Donc partir de l'individuel pour aller vers l'autre, vers le collectif. Ouais. Hélène Van Dijk, est-ce que c'est quelque chose, je vous ai déjà entendu dire que ça ne servait pas à grand-chose de former 1 ou 2 personnes dans une équipe, que ça ne suffisait pas, et puis qu'il fallait aussi former les élèves. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on se lance là-dedans? C'est du collectif, finalement, qu'on cherche à restaurer? Oui, j'ai l'impression que mon français manque un peu ici, donc excuse-moi. Je suis dans ma tête résonne la posture des adultes et des élèves. Et est-ce que c'est le groupe, est-ce que c'est le collectif qu'on a en ligne de mire quand on les liens quand on met en place tout ça? Oui, pour la question de justice, donc le mot notre nom signifie c'est une question de justice, d'avoir droit à la justice restaurative. Et pour nous, la justice restaurative implique donc qu'on commence par la victime, par sa prisme, et selon nous, toutes les personnes autour de la victime et autour de l'auteur sont touchées aussi.
et que c'est donc pas très efficace que de s'occuper que de l'une ou de l'autre, et que c'est mieux si on arrive, parce que bien entendu, parfois on n'a absolument pas envie d'autres personnes et on ne va pas les imposer, comme on ne va pas imposer une rencontre, mais si possible, on va réunir toutes les personnes affectées par ce qui s'est passé pour trouver ensemble des solutions à ce qui s'est passé, et donc automatiquement, on peut prendre en compte aussi ses propres besoins, ses propres visions. Donc voilà, c'est toujours à visée de groupe pour nous. Dans les conférences familiales, par exemple, que vous contribuez, que vous organisez, c'est ça, ça prend quelle forme? Alors, une conférence familiale, c'est là où j'ai commencé, veut dire que on prend la question, le problème d'une personne ou d'un enfant ou d'une famille, et on essaye de la formuler de façon totalement ouverte et tournée vers l'avenir. On est toujours sur un objectif, on ne cherche pas les besoins et qu'est-ce qui a mené à, mais c'est quoi notre objectif? Et on va dire aux personnes concernées d'inviter les personnes en qui elles ont confiance pour résoudre ce problème. Et donc ça peut être un petit groupe de 5, 8, 15 personnes qui viennent donc tous ensemble, après avoir été préparés chacun individuellement, pour trouver des solutions à la question. Et voilà, le mot intelligence collective, voilà, je ne l'utilise jamais, mais c'est vrai que c'est la seule raison que je peux donner pour le fait que, bon, ça fait 15 ans que je fais ça, je n'ai jamais vu mal se passer une conférence familiale. Il y a toujours un résultat qu'on n'avait pas pu prévoir. Je n'ai jamais pu deviner, ni les personnes qui le font, le résultat de ça. Et qui sont donc toujours des processus justement de restauration entre les personnes qui sont là, entre leurs liens, leurs idées. Ah tiens, toi tu vas faire de la pêche avec ce gamin qui a peut-être pas du tout la possibilité. Et bien moi j'habite pas loin, donc après vous pourriez passer prendre le thé chez nous. Enfin il y a plein de combinaisons qui se font totalement inattendues et qui donnent des améliorations de la vie de chacun. C'est l'expérience qu'on a faite au micro-lycée 93 de restauration du collectif par les pratiques de justice restaurative. On entend souvent il faut être formé pour faire de la justice restaurative, mais les établissements de la FESPI ils se revendiquent aussi de l'éducation nouvelle, et donc nous sommes assez à l'aise finalement avec la notion de bricolage. Et c'est l'expérience qu'on a faite au micro-lycée 93 à 2 reprises, hein, dans le cadre de conflits ayant entraîné des violences entre élèves ou bien de violences sexuelles entre élèves. Et ben, au micro-lycée 93, on a bricolé des pratiques de justice restaurative et on s'en est bien sorti. Ou plutôt, le collectif micro-lycée s'en est bien sorti. Le collectif élève s'en est bien sorti, le collectif enseignant et personnel aussi. Est-ce que l'un de vous veut réagir à ça? Il faut être formé alors ou pas? Si je me permets, oui, je pense. Parce que comme vous, on a bricolé aussi. On a bricolé quelques mois, on a monté des cercles restauratifs juste avec la littérature que nous avions. Et bon, on a fait quelques erreurs. On a fait quelques erreurs, mais les 3 cercles restauratifs qu'on a menés sans formation ont été quand même les sources de la mobilisation générale de l'établissement. Voilà, donc après, effectivement, les techniques, le savoir-faire, oui, ça me paraît moins indispensable quand même de poursuivre pour aller plus loin. Oui, je pense que tout le monde se doute que oui, effectivement, c'est mieux d'être formé, ouais. C'est même obligatoire. Il y a beaucoup d'enjeux, en fait. Si on commençait à organiser des dialogues sans formation, sans préparation, on serait dans des confrontations. Je ne vais pas m'en remettre de cette musique, hein. Ça va s'arrêter, ouais. C'est un peu déprimant, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas qui a choisi, mais ceux qui travaillent là, ouais, le coup de bourdon à chaque fois. Donc, j'attends que ça se... Donc, vous voyez, formation, la préparation individuelle, on ne peut pas mettre en lien des personnes qui se sont fait du mal sans y être préparées, ça serait dangereux.
y a trop d'enjeux au niveau de la culpabilité, responsabilité notamment. Je disais ce matin, une culpabilité qui n'est pas bien placée dans un dialogue, elle est dévastateur, parce que souvent on part initialement d'une culpabilité complètement déséquilibrée. On a une victime un petit peu... C'est un comportement humain, ça. Quand il nous arrive quelque chose de mal, on a toujours tendance à se demander pourquoi ça nous arrive à nous. Donc ce réflexe de la mettre déjà sur soi-même, et un auteur qui, pour préserver sa culpabilité, a tendance à la déplacer sur la victime. Donc on a des personnes adultes, mineures, qui vont neutraliser leur culpabilité de cette manière-là, se désengager moralement. On va tomber dans des distorsions cognitives absolues, et avec un déséquilibre complet. Si ça ne se replace pas au cours de la phase préparatoire, le dialogue ne sera pas constructif. Et ça ne s'invente pas, en fait. Il y a quand même un savoir-faire au travers de la formation, même au-delà de ça, avec un cursus même antérieur et une expérience professionnelle, je pense. J'ai une reformulation à vous proposer, Myriam Ouafki. Être formé à la justice restaurative, est-ce que ça suffit à mener des pratiques de justice restaurative ? Nouveau défi. Alors oui, je rejoins le fait que la formation est essentielle, et je dirais même elle est essentielle même si on ne pratique pas, on n'anime pas la justice restaurative, parce que quand on met en place la justice restaurative dans un établissement et qu'on a une partie des professionnels de l'équipe qui ne sont absolument pas au courant de quoi il s'agit, ça peut être déroutant à la fois pour les élèves et puis aussi pour les collègues qui commencent à essayer de... Mais bon, il faut bien commencer, effectivement, et nous, c'est notre cas avec un des collèges où on a un petit groupe d'enseignants moteurs, mais il reste encore à convaincre et fédérer l'ensemble des équipes. Mais bien évidemment, parler aussi de financement tout à l'heure, difficile aussi de se dire qu'on va pouvoir former la totalité de l'établissement scolaire, et au-delà du financement, il y a la question de gestion du temps. D'ailleurs, je suis très intéressée de savoir comment ça se passe chez vous. Mais pour autant, si on n'est pas dans la formation, dans la sensibilisation, on peut déjà imaginer qu'il y a un changement de culture, comme je disais tout à l'heure, un changement de mentalité, en tout cas peut-être une remise en question individuelle et collective sur la façon de gérer les tensions, les conflits, et peut-être inciter justement à faire appel à quelqu'un qui est formé pour intervenir quand on n'est pas nous-mêmes formés. Après, quand on est formé, il y a une autre étape aussi, c'est d'être suffisamment solide, j'allais dire, pour pouvoir s'y mettre. Mais je suis d'accord que parfois, d'autant plus quand les situations ne sont pas... dans les établissements scolaires, on a beaucoup de conflits et de tensions qui paraissent minimes, vraiment presque ridicules au regard d'un adulte, mais qui sont hyper source de souffrance pour un élève. Et ne serait-ce que de régler ces petites situations avec notre formation qui n'est peut-être pas encore suffisamment solide, je dis pourquoi pas, il ne faudrait pas se censurer à faire autrement, vu qu'on sait que ce qui se fait habituellement, de toute façon, ne fonctionne pas suffisamment. Donc oui, la formation, mais ne pas s'auto-censurer non plus, parce que j'ai l'impression qu'on ne se sent jamais suffisamment les épaules, et peut-être rester modeste en se disant je vais faire ce que je peux aussi. Et j'ai bien aimé la formulation de l'atelier avec l'Institut français de la justice restaurative, et je dis ça et en plus ça me sort de la tête en même temps, de rester modeste en fait, et de se dire que le processus va prendre et va aller là, ça y est, j'ai retrouvé, va aller là où il doit aller. Et des fois, c'est juste un cheminement qui va se faire chez les personnes qui sont préparées à une éventuelle rencontre, et que la rencontre ne se fait pas forcément d'ailleurs, parce que justement, ça a déjà suffisamment réparé les personnes concernées. Donc voilà, juste de se laisser la possibilité d'enclencher des mesures de justice restaurative, être formé, oui, mais il faut se lancer en fait. Et voilà, c'est ça. Et donc, les personnes ne ressortent généralement pas plus mal qu'elle ne l'était déjà avant. C'est généralement l'inverse. Donc on peut y aller par la petite porte, quoi. On n'est pas obligé de déballer toute la grosse machine justice restaurative qui fait peur aussi et qui nous inquiète parfois sur la faisabilité dans nos établissements. Est-ce que Hélène voulait dire quelque chose là-dessus ? Je suis d'accord qu'il faut commencer, et moi je dis souvent lors des formations que c'est fait pour les gens courageux, parce que vraiment aller faire quelque chose dont tu n'as aucune idée comment ça va se terminer, il faut être courageux, c'est vrai. Donc dans tous ces cas c'est comme ça,
et il faut y aller. Puisque j'ai un truc que je voudrais vous dire, ça a été dit souvent, le manque de temps. Alors, moi j'ai un exercice, je vous invite à le faire une fois chez vous, ça s'appelle le 3 x 3 minutes, donc ça ne coûte pas plus que 10 minutes, n'est-ce pas? Et chaque personne a 3 minutes pour parler et les deux autres n'interviennent pas. Après, c'est le numéro 2 et le 3, donc ça fait 3 x 3 minutes. Après, on s'arrête. Et on se dit, comment c'était de parler pendant 3 minutes sans intervention. Et comment c'était d'écouter. Bon, écouter sans intervenir, c'est dur, je vous le dis. Et parler, ça peut être très agréable, comme un peu... Mais ce qui se passe, c'est que dans ces 3 minutes, les personnes ont fini. Ils ont vraiment, vraiment dit ce qu'ils avaient à dire. Tu peux dire, les 3 x 3 minutes, c'est sur une personne qui a été très importante pour toi. Ou c'est sur une histoire où tu t'es senti comme ci, comme ça. En 3 minutes, si on n'interrompt pas, les gens ont vraiment déballé leur truc. Donc moi, je ne suis pas d'accord que ça coûte toujours autant de temps. Laurent Rivière, dans votre établissement, à propos de temps, je crois que vous en êtes à une étape où vous allez consacrer un temps spécifique dans l'emploi du temps, c'est ça? Est-ce que vous voulez nous raconter un peu ça? Oui, alors ça c'est l'étape pour l'année prochaine, effectivement, d'intégrer dans l'emploi du temps des élèves le temps de la pratique restaurative. Puisque maintenant on a de plus en plus d'adultes formés et qui sont prêts à donner, parce que là, actuellement, la réalité de l'établissement, c'est qu'on est dépassé par la demande de cercles de parole, de commissions de justice restaurative. Donc, je ne dis pas qu'il y en a trop, parce que c'est très bien, il n'y en a jamais trop, mais il nous faut maintenant réguler, effectivement, et organiser et l'intégrer dans l'emploi du temps. Voilà. Des personnels aussi? Personnel, oui. Alors on a passé beaucoup de temps. Alors bon, j'ai organisé beaucoup de soirées, repas de travail avec les collègues. Je dois dire qu'il y a eu une belle mobilisation d'équipe. Je dis c'est un collectif. On peut pas s'aventurer tout seul dans cette aventure. Il faut qu'il y ait un collectif. J'ai la chance de l'avoir et en plus il s'élargit à chaque fois. Mais je parlais tout à l'heure de la question du temps. Quand on regarde le temps qu'on a passé à rédiger des rapports disciplinaires, à sanctionner, à faire des CD, je veux dire tout ce temps qui est vraiment très peu efficace. Moi maintenant, ça fait une trentaine d'années que je pilote des établissements, je vois ce temps perdu et on est nombreux à le constater. Et je crois que l'idée, oui, c'est ça, c'est d'avoir le courage de se dire stop, on arrête, on fait autrement, on fait autre chose et qui va surtout être efficace pour tout le monde. Et quel bonheur de vivre ce qu'on vit aujourd'hui dans notre établissement, franchement. J'ai les parents qui sont là, qui pourront en témoigner. Merci. Je vous propose, avant de laisser la parole à la salle, peut-être qu'on s'intéresse aux effets en fait, de la pratique, des pratiques de justice restaurative, des projets que vous allez mener. Il y a un rapport qui a été publié, qui a été réalisé notamment par Delphine Griveaux, qui fait un état des lieux de la justice restaurative en France et qui dit... pour le dire rapidement, la justice restaurative, beaucoup de formations et peu de bénéficiaires. Elle parle d'ailleurs d'un supplément d'âme pour les professionnels, en fait, et c'est aussi ce que constate l'Institut français de la justice restaurative, qui a 10 ans de recul de formation de l'administration pénitentiaire notamment, alors sans vouloir faire de parallèle entre l'administration pénitentiaire et l'éducation nationale. Néanmoins, je pense qu'il y aurait des raisons parfois. Et je me demande, je pense qu'on a quelque chose à entendre de ça, de cette crainte, se former. On pourrait voir naître là un mouvement au sein de l'éducation nationale, mais finalement, est-ce que pour faire quoi, Et donc, je vous invite là, si vous voulez bien, nous partager un petit peu des obstacles en fait qu'on peut rencontrer sur notre route, des craintes aussi avant la mise en place de tels projets, les petits cailloux dans la chaussure, pour reprendre un peu une technique d'animation un peu connue. Alors, si vous avez envie de partager des pépites, vous pouvez aussi, mais parlons un peu des cailloux. Oui, on en a quelques-uns quand même. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu, comme j'ai pu avoir dans certains établissements, de l'opposition. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'adhésion quand même un peu tacite, avec beaucoup de gens qui attendaient de voir en disant pourquoi pas. Pourquoi pas, des gens qui étaient dubitatifs. Et comme je le disais, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, 100% des gens qui étaient réticents et qui ont assisté à ce type d'exercice ont vraiment adhéré. Donc, j'ai pas eu beaucoup de freins.
faut bien le dire, alors je m'adresse peut-être aux établissements qui sont dans la salle, j'ai mis les moyens. C'est-à-dire que sont arrivés les pactes, sont arrivés les IMP, j'ai mis tout ce que je pouvais pour effectivement accompagner ce projet aussi. Voilà, pour avoir aussi les moyens de faire ce que nous souhaitions faire, parce que c'est un projet ambitieux, et donc il faut avoir les moyens aussi derrière. Et ça c'est une donnée, à mon avis, essentielle. Voilà, de se donner les moyens, les outils. On a travaillé, nous on est actuellement, cette année on a travaillé sur les outils, on a revisité les protocoles disciplinaires, revisité les outils, les rapports disciplinaires, où effectivement on intègre la notion de justice restaurative. Donc tout ça, ça a été beaucoup d'heures de travail, mais je pense qu'on est en train d'en récolter les fruits, vraiment très nettement. Hugo Picard, par exemple, j'ai appris que pour mener des projets de justice restaurative, il faut des tiers. Alors comment nous, dans l'éducation nationale, comment on peut gérer cette question parce qu'en fait, dans cet établissement, par exemple, personne n'est tiers, puisque nous vivons tous dans cet établissement, nous y passons nos journées. Donc, comment on peut gérer ça? Est-ce que là, il n'y a pas un petit obstacle? Il ne faut pas forcément des tiers. Ça dépend du dispositif que vont choisir les élèves. On va les recevoir, nous, pour leur proposer, effectivement, les informer de ce que c'est exactement la justice restaurative. Et ensuite, eux vont choisir ce qui les intéresse. Donc il y a des dispositifs, effectivement, avec des tiers, mais il y en a d'autres où ils seront seuls, personnes concernées, en fait, auteurs, victimes, jeunes concernés par des faits. Donc quand tiers il y a, j'ai envie de dire, pour le projet qu'on a prévu, le tiers sera choisi par les mineurs quand même. Vous voyez, si on part sur une conférence restaurative, par exemple, qui concernera, je ne sais pas moi, un fait de viol survenu entre deux élèves qui étaient initialement en couple. Je parle de cette configuration parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois. On va pouvoir proposer à l'entourage proche de chacun de venir se préparer individuellement pour participer au dialogue. Alors, c'est les deux mineurs qui vont sélectionner qui sont leurs proches, donc eux choisissent. Ils vont aussi pouvoir éventuellement désigner un professionnel qui gravite autour d'eux, avec lequel un lien de confiance sera suffisamment solide pour être choisi, et bien sûr avec l'accord du professionnel. Donc là on entend une conférence où il pourrait y avoir aussi, pourquoi pas, un prof en question qui s'entendrait bien avec cet élève, pourquoi pas un psychologue aussi. En fait, tout le monde est bienvenu, ils vont choisir. Après, ça c'est sur la conférence restaurative. Pour le dispositif dont je parlais tout à l'heure sur les violences interquartiers, là on est aussi sur base du volontariat, mais là les professionnels vont venir avec une intention de participer pour apporter quelque chose aux mineurs. Donc ça s'articule sur base du volontariat, quoi qu'il en soit, on ne peut pas imposer la justice restaurative à quiconque. Là ça sera à l'appréciation, mais les personnels formés, je pense, seront les premiers à participer. C'est un peu délicat d'en parler parce qu'on démarre dans une semaine. Donc on n'a pas encore de recul là-dessus, mais on va faire les premiers entretiens nous, sur le dispositif RIX très prochainement. Effectivement, le choix initial qui est fait, c'est d'intégrer quand même une partie de la famille. Après, on va voir pour les professionnels, mais ça me paraît important d'avoir des personnes qui ont un regard et une expérience sur la question, qui ont rencontré des personnes concernées, etc., pour apporter ça aussi en plus. Justement, comme vous n'avez pas encore lancé tout le dispositif, des craintes peut-être qui vous animent avant de mettre en place tout ça? Alors si je peux me permettre, avant de parler des craintes, j'aimerais rebondir sur votre question, sur l'effet d'avoir un tiers. Effectivement, ce serait bloquant de se dire ça pour le milieu scolaire. Il ne faut pas oublier qu'on est on serait dans des mesures en dehors du système pénal. C'est-à-dire que ce ne sont pas des faits qui sont pris en charge par la justice. Là, on est sur des faits en milieu éducatif, si vous voulez. Donc dans ce cas, nous, en tout cas, c'est notre position, c'est de se dire que les personnes qui sont formées, même si elles sont connues des jeunes, peuvent prendre en charge, animer cette mesure de justice restaurative à la condition qu'ils ne soient pas partie prenante dans le conflit, qu'ils soient en capacité de faire fi de ce qu'il connaît et de ce qu'il peut présupposer des jeunes pour quand même maintenir et garantir ce rôle de tiers. Pour autant, ce n'est pas vraiment un tiers vu qu'on le connaît. Donc voilà, c'était pour rebondir par rapport à ça. Les craintes c'est surtout de convaincre. Donc c'est pour ça que je suis ravie d'entendre le témoignage de Laurent Rivière, parce que finalement, une fois qu'on voit ce qui se passe, et ben même si on était réticent au départ, on a envie quand même de continuer de s'intéresser de plus ou moins loin. Donc l'opposition, ce serait ma crainte principale.
tout en sachant qu'une personne qui s'oppose ne va pas pouvoir de toute façon s'opposer totalement. Ça se passera sans elle, en fait. Et puis, au fur et à mesure de montrer combien c'est bénéfique, et ben, espérons que cette personne ou ces personnes qui, au départ, s'opposeraient, se disent, bon, ben, finalement, ça ne fait pas de mal du tout. Merci. Je vous propose de consacrer maintenant un temps d'échange. Allez-y, si... Il va y avoir des micros qui vont circuler. Donc, bonjour à tous, merci pour cette présentation. Donc, je m'appelle Angela, je suis CPE dans un collège et j'aurais une question pour Monsieur Rivière. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, parce que votre présentation a l'air très convaincante, voire même séduisante, mais un peu, c'est un horizon. Il faut beaucoup déconstruire. Enfin, je parle pour moi. Alors, quelle est la situation la plus difficile, par exemple, je ne sais pas s'il y a un cas de violence grave entre élèves que vous avez eu à traiter en donnant corps à la justice restaurative. Et j'ai une autre question, pardon, à Monsieur Picard. Vous parliez de deux mineurs qui étaient impliqués dans une situation de viol. Alors, est-ce que les victimes sont assises côte à côte, comme vous l'êtes ? Voilà, c'était juste face à face. D'accord, voilà mes questions. La question, vous voyez, là on est en plein cœur d'actualité. J'ai par exemple une situation sur laquelle, d'ailleurs je voulais poser la question ce matin à l'animateur du groupe sur lequel j'étais. On a une situation qu'on rencontre souvent, hein, un groupe classe qui se plaint d'un professeur sur ses pratiques. L'humiliation, les moqueries, l'irrespect, le manque de communication. Voilà. Alors voilà, là c'est la question. C'est la question de se dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va vers une CJR, une commission de justice restaurative ? Est-ce qu'on va avec une enseignante qui n'est pas complètement encore adepte de la pratique restaurative, ou en tout cas qui ne connaît pas bien la pratique. Donc, vous voyez, avec le groupe de pilotage que j'ai sur l'établissement, on se pose la question, comment est-ce qu'on va, est-ce qu'on oriente cette enseignante vers cette heure de classe dite restaurative ? Est-ce que, voilà, donc on est en train de travailler là-dessus. Donc ça, c'est une situation compliquée. Parce que, alors on a eu la semaine dernière, je faisais une commission de justice restaurative entre une enseignante qui avait été très malmenée par une élève et qui a accepté, ça aurait pu être du registre du conseil de discipline. Je lui ai dit voilà, c'est une enseignante qui n'était pas du tout impliquée dans la pratique, hein, et qui m'a dit pourquoi pas une justice restaurative, je ne connais pas, à voir. C'était un fait quand même assez grave. La commission de justice restaurative s'est mise en place, elle a mal commencé. L'élève était braqué, la prof était braquée, et puis j'ai la chance d'avoir des élèves qui sont formés en tant que sentinelles, et j'ai eu l'intervention d'élèves sentinelles qui a fait basculer complètement la tension qu'il y avait entre les deux, et l'enseignante s'est complètement a quitté cette posture d'attaque, j'ai envie de dire, par rapport à l'élève, qui a exprimé ce qu'elle avait, elle, en tant qu'enseignante, mal vécu, comment son métier était difficile à exercer. L'élève s'est mise à pleurer et à la fin tout le monde s'est fait des bisous, je caricature, mais en tout cas on a très bien terminé, il n'y a pas eu de sanction, j'avais proposé, hein. La commission de justice restaurative permet éventuellement une sanction, l'enseignante ne l'a pas souhaité. L'élève a proposé effectivement des mesures de réparation qui ont été acceptées par le groupe. Voilà, donc oui, on peut traiter des situations difficiles, mais vous voyez, là la situation que j'ai pas encore la réponse. Et c'est là l'intérêt de travailler avec un collectif, c'est que je ne vais pas trouver la réponse tout seul. On va la chercher ensemble, ça prendra peut-être plus de temps, l'entretien avec l'enseignant, l'entretien avec la famille est remontée, menace de déposer plainte contre l'enseignante, enfin, voyez, voilà, donc une situation très très tendue, mais je vous tiendrai au courant de la suite. Je ne désespère pas qu'on trouve une issue positive.
Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. Je suis Inès du collège Clistène et je voulais savoir en fait si on pouvait en savoir plus sur le projet d'intégrer dans l'EDT des élèves les temps de justice restaurative. Et du coup, par la même occasion, comment on pourrait l'intégrer si c'est que basé sur du volontariat du coup. Voilà, merci. Alors, j'ai mal entendu, excusez-moi, j'ai mal entendu la question. Les temps de justice restaurative dans l'emploi du temps des élèves. Ah oui. Oui, alors on utilise beaucoup le 12-30-13 heures, là où il y a pas cours. C'est un des rares créneaux. Voilà. On utilise aussi les heures de trou dans l'emploi du temps pour l'instant. Voilà, on utilise vraiment tout ce temps. Voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait satisfait parce que ça demande effectivement d'avoir des adultes disponibles. Et donc on veut vraiment l'intégrer l'année prochaine dans les plages de l'emploi du temps. Ça, c'est vraiment le projet. Le volontariat ? Ce serait donc certains élèves qui pourraient se saisir de ce créneau, quoi, c'est ça, s'il existe. Et c'est ça, hein? Oui, oui, tout à fait. Bonjour, Anna, moi je suis prof au lycée de la Nouvelle Science de Cergy et j'avais une question aux parents. Comment ils ont été associés et quel a été leur rôle au collège de Saint-Ouen-l'Aumône dans la mise en place de ces pratiques de justice restaurative? Bonjour à tous, je vais essayer de ne pas tousser, c'est moi qui vous embête depuis le début de la journée, je suis désolée, j'en profite. Donc je suis parent d'élèves depuis 6 ans, ouais, j'ai eu plusieurs enfants au collège Marcel Pagnol et au moment où Monsieur Rivière est arrivé, donc j'étais présidente de la fédération de parents et il nous a embarqués tout de suite dans cette idée-là. On a la chance d'avoir sur Saint-Ouen-l'Aumône une école avec une pédagogie Freinet, d'où je venais par ailleurs. Donc cette ouverture aux parents, on y était sensible et on a sauté sur l'occasion. On avait travaillé déjà conjointement et on avait une certaine... je perds mes mots, confiance l'un et l'autre, à se dire qu'on pouvait ne pas être d'accord, mais l'objectif c'était de construire ensemble. On n'est pas là en tant que fédération de parents pour être contre les profs ou contre le collège, mais bien à construire ensemble. Donc ça c'était notre position de démarrage, à nous en tant que parents, et puis la position du collège finalement à dire la même chose. Et on se dit on y va. Et on a commencé à y réfléchir. Ça prend aussi du temps parce que nous, c'est que du bénévolat. Quand vous parlez des petits cailloux, les profs, des fois, ils disent mais ils nous embêtent les parents qui viennent. C'est quoi ces parents qui vont écouter ce qui se passe au collège? Parce qu'en primaire, ça se fait un peu, mais au collège, pas du tout. Donc c'est les petits cailloux qu'on a pu avoir. Et puis en se faisant discrète, mais en disant ouais, mais on restera là. Et on a tenu bon. On est aussi un collectif qui fonctionne assez bien, où la parole est libre, on n'est pas toujours d'accord, mais on avance et on construit. Et c'est comme ça qu'on a voulu, qu'on a démarré. Et parce qu'on a un chef d'établissement qui nous a ouvert la porte, ça... Je crois que je le remercie à chaque fois que je prends la parole. Mais c'est vrai, on n'aurait pas eu ça, je crois qu'on ne serait pas intervenu. Aujourd'hui, on a expérimenté, on a démarré avec du bricolage. Je pense qu'on a tous les mêmes valeurs, des valeurs communes, si vous faites ce métier-là. Si nous, parents, on a les élèves. Les élèves est une partie importante. On les oublie souvent un peu trop, leur faire confiance et ils apportent des solutions. Le CJR que M. Rivière vous expliquait là tout à l'heure, on n'aurait pas eu les enfants, on n'aurait pas eu les élèves, je ne suis pas sûre qu'on aurait eu le même résultat, c'est sûr.
Je ne sais pas quel résultat on aurait eu, mais en tout cas, là, ça a vraiment complètement tout déverrouillé. Et donc, je pense que toutes ces valeurs, on les partage. Et dans votre pratique au quotidien, je suis sûre que vous en faites beaucoup. C'est ce qu'on s'est rendu compte dans la formation avec Hélène. On en fait des petits bouts de la justice restaurative. On en fait des petits bouts qui ne sont pas reliés. Et là, tout d'un coup, avec la formation, on relie ces petits bouts de bienveillance, d'écoute, d'attention, de prendre soin de l'autre, et qu'on demande qu'on prenne soin de soi, mais qu'on demande que l'élève puisse être pris en compte aussi. Et finalement, on le fait dans notre quotidien, on ne s'en rend pas compte. Et puis là, moi, ça m'a permis d'avoir du sens. Alors, dans ma vie personnelle, professionnelle, peut-être une ouverture aussi, je suis éducatrice spécialisée. Mais la formation, aussi pour les enseignants, a permis de relier, de faire une boucle et de se dire « Oh, mais moi j'en fais, c'est cool ce truc-là ». Et finalement, voilà, je vais en faire un petit peu plus, puis je vais en faire un petit peu plus. C'est comme le thé, je dis souvent, il faut que ça infuse. Pardon. Oui, et puis on entend aussi l'éducation nouvelle comme terreau aussi favorable à la justice restaurative. Bonjour, je suis enseignante en primaire et je m'interrogeais tout à l'heure, vous avez parlé du rôle des sentinelles, si j'ai bien compris, il s'agit d'élèves. Et je voulais savoir comment avait été installé, préparé l'accueil de ces dispositifs à l'ensemble des élèves, pas seulement aux élèves quand il y a un conseil de discipline, il va y avoir des délégués, donc il n'y a qu'eux qui sont concernés, ça se fait, c'est un peu une boîte noire, quoi. Et comment l'ensemble des élèves sont touchés, découvrent ces techniques et peuvent peut-être aussi les employer pour résoudre des petits conflits. Alors, très très simplement, mes CPE ont présenté le projet à l'ensemble des élèves pour devenir sentinelles, par voie d'affichage, par réunion, et les élèves ont candidaté, ont été reçus pour un entretien. Et comme effectivement on ne peut pas former plus de 7 ou 8 sentinelles par session, ils ont été recrutés de cette manière-là. Voilà, tout simplement. Une information qui a été généralisée, oui, tout à fait. Voilà. Et on a même, du coup, on a des listes d'attente pour les prochaines formations. Qui les forme? L'association LEMA, donc l'association d'Éric Verdier et de Mike Chung-Ming. Donc voilà, et je vous recommande parce que ce sont des formations de très grande qualité, des formations qui ne ressemblent à aucune autre puisque on peut en tant que chef d'établissement y être. Les parents peuvent être aussi là, des professeurs et des élèves. On a 4 jours de formation ensemble, on fait 4 jours pleins. Alors c'est lourd, hein. Par contre il faut consacrer du temps. Et je sais que moi j'ai quelques collègues chez l'établissement qui m'ont dit moi je suis pas prêt à laisser autant de temps pour les formations. C'est vraiment des formations assez lourdes. Il y a leur ouvrage qui est disponible à la librairie et je sais qu'il y a un tome 2 qui est en cours d'édition. Donc c'est en septembre, donc c'est le gros livre que vous trouvez là au stand de librairie. C'est le cas, j'ai 2 enseignants qui ont été formés, qui donc forment. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est très simple pour nous, c'est qu'on a, ça fait des petits chaque année, parce que j'ai des formateurs sur place. Bonjour, moi je m'appelle Flore, je travaillais au lycée autogéré de Paris, mais maintenant j'ai plus de travail. Moi ce qui m'interrogeait, c'était l'aspect de questionnement éthique qu'on peut avoir dans les cercles restauratifs, parce que par exemple, Laurent Rivière t'a dit tout à l'heure que à certaines occasions, il y avait des situations qui pouvaient donner lieu à des remontées dans des sanctions disciplinaires. Or, en fait, les bases, les supposées bases du cercle, c'est censé être la confidentialité, l'alternative à la sanction, l'aspect contenant aussi du cercle, c'est-à-dire que ça sort, ce qui est dans le cercle ne sort pas du cercle. Et donc je voulais savoir dans quelle mesure peut-être certains d'entre vous ont traversé ce questionnement en se disant qu'est-ce qui reste là et qu'est-ce que finalement je vais porter ailleurs.
et comment vous avez résolu ce dilemme quand même, puisqu'il est quand même quelque part contradictoire avec la démarche du cercle, qui est l'idée de proposer un moment, un espace-temps un peu en dehors de la sanction et un moment en dehors de l'institution quelque part. Qui est-ce qui a envie de répondre? Deux mots avant de céder, parce que je ne vais pas prendre tout le micro. Le cercle restauratif n'est pas la commission de justice restaurative, c'est-à-dire que dans le cercle, il n'y a pas de sanction. Dans la CJR, il peut y avoir sanction. Voilà, donc effectivement, on distingue tout de suite les deux. Effectivement, la CJR, d'ailleurs, elle se rapproche assez nettement du conseil de discipline, la commission de justice restaurative. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre questionnement. Je crois qu'à partir du moment où on s'engage effectivement à un certain nombre de règles dans un cercle de parole ou dans une conférence de justice restaurative, effectivement, il faut s'en tenir à respecter la confidentialité. Maintenant, je ne sais pour quelle raison il serait nécessaire ou même bénéfique que des informations puissent être partagées collectivement. Ben ça, je pense que ça se définit tout simplement avec les personnes participantes au cercle. Et je pense notamment aussi au plan de réparation qui peut être défini par un cercle restauratif, pas un cercle de parole. Mais dans un cercle de parole, on peut aussi trouver des solutions à des problèmes. Parfois, ce sont des solutions collectives aussi, donc à un moment donné, il va peut-être être nécessaire de partager l'information. Après, on n'est pas non plus obligé de détailler toutes les interactions qu'il y a eu dans le cercle. De toute façon, ce qui sera dit en dehors du cercle, en dehors des participants, sera dit avec le consentement évidemment de toutes les parties prenantes. Après, on évoquait aussi, mais ça c'est encore autre chose, s'il y a des informations inquiétantes, alors je ne sais pas si c'est pas dans ton manuel, d'une infraction, par exemple quelqu'un qui dévoile savoir qu'un tel voudrait aller commettre un crime, bah en fait là on est dans l'ordre de l'obligation quand même professionnelle. Et je crois que ça dépasse un petit peu le cadre de la justice restaurative. Enfin, là, il y a une obligation de signalement, je ne sais pas. La commission justice restaurative, c'est ce qui est proposé effectivement dans le livre d'Éric et de Max. C'est la seule instance où, à l'issue de laquelle il peut y avoir la prononciation d'une sanction. C'est pour ça que il me semble qu'elle se rapproche le plus possible du conseil de discipline. Même si on n'est pas dans un cadre aussi oui, voilà, c'est vraiment une alternative au conseil de discipline aussi, voilà, tout à fait, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Valentin, je suis professeur ici au lycée Germain-Tillon. Je voulais passer encore une question pour vous, Monsieur Rivière. Est-ce que dans tous les cas que vous avez essayé de traiter, vous en avez suffisamment pour nous dire peut-être les types de faits sur lesquels vous avez du mal à obtenir quelque chose de satisfaisant, ou en tout cas les types de faits pour lesquels c'est plus difficile, quoi. Vous en avez cité un, là, précis, mais est-ce qu'il y en a d'autres éventuellement? Comme ça a été dit ce matin, la justice restaurative, c'est un dispositif de plus à ce qui existe déjà. Donc les faits qui sont graves... Alors, il y a des situations sur lesquelles on ne pourrait pas aller vers la pratique restaurative, c'est quand les protagonistes refusent, tout simplement. Donc là, déjà, on passe à d'autres dispositifs. Et puis, moi, je maintiens quand même que les faits très graves, on maintient quand même le conseil de discipline. On n'a pas supprimé le conseil de discipline au Collège national. Il se trouve, finalement, quand on observe les situations, qu'il y a beaucoup de situations qui n'étaient pas si graves que ça, et qu'on a fait passer au conseil de discipline. Et qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont été exclus, qui n'auraient pas dû l'être. Je l'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais les gens qui se sont le plus investis, les premiers investis dans l'établissement sur cette pratique restaurative, ce sont les gens... Moi, je vais dire, hein, mes secrétaires sont associés, elles sont formés aussi, hein, les secrétaires. Ce sont tous les gens qui ont gravité autour des procédures disciplinaires, les CPE, les gens qui étaient dans les conseils de discipline, tous ceux qui, vous savez, quand on est tous nombreux là à avoir vécu sûrement le conseil de discipline, les soirs où on vire un gamin par conseil de discipline en ayant bien l'impression tous de ne pas avoir fait ce qu'il fallait.
Se dire, tiens, on en a rajouté une couche à un gamin. Je pense au gamin qui, dans un contexte socio-économique extrêmement difficile, va en plus vivre un conseil de discipline et une exclusion. Ces gens-là qui ont traversé les conseils de discipline, ce sont les gens qui se sont le plus investis dans cette pratique-là, parce qu'avec le sentiment qu'on n'était pas toujours dans nos missions et qu'on ne faisait pas toujours ce qu'il aurait fallu faire. Voilà. Donc finalement, c'est aussi nos missions, notre mission de service public d'éducation, presque qu'on restaure avec la justice restaurative. C'est pas la conclusion, parce que si vous voulez, on peut encore continuer à discuter un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, je suis enseignant de maths au micro-lycée Jean Massé. Et ma question, c'est quoi la différence entre une confrontation classique, parce que depuis toujours, je pense qu'on faisait ce genre de choses, et justice réparative. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à ce qui existait déjà? Parce que depuis toujours, on est amené à confronter des gens, en fait. La confrontation, elle a plus vocation à établir si les faits ont eu lieu ou non. La restaurative, elle intervient dans un second temps, je pense, une fois que les faits sont reconnus, au moins en partie en tout cas, de pouvoir établir l'origine de leur survenance, les répercussions et les possibilités de suite. Qu'est-ce qu'on met en place pour que ça ne recommence pas? C'est deux temps différents en fait. En confrontation, c'est plutôt ce qu'on va retrouver dans les commissariats par exemple, ou dans le bureau du proviseur, je sais pas, pour dire alors ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu. C'est pas la même mission de dire si ça a eu lieu ou pas que de dire bon bah ça a eu lieu, mais pourquoi ça a eu lieu et comment on peut faire pour que ça n'ait plus lieu. On répond pas aux mêmes objectifs. On disait ce matin, on n'est plus en train de demander qui a commencé quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, mais plutôt qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qui a commencé, mais pourquoi tu as commencé? Beaucoup de pourquoi et du comment. C'est intéressant le terme de confrontation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ce matin, j'ai dit confrontation à la rencontre. Et en fait, c'est là qu'il y a une différence. Mais effectivement, on voit beaucoup de CPE qui ont l'habitude de travailler dans une approche de médiation, on va dire. Donc peut-être la question, c'est quelle est la différence entre la médiation classique et la médiation en justice restaurative? Alors je ne sais pas si ce sera la bonne réponse, mais Hélène et Hugo pourront me corriger. Moi j'ai l'impression, parce que je me suis posé la même question justement, que la justice restaurative a ce truc en plus déjà de préparer et d'amener les protagonistes à dépasser la dimension de la culpabilité pour être plus dans une dimension de responsabilité assumée et de possibilité de réparer. Même si dans la médiation aussi, le but, c'est d'apaiser le conflit. Je pense que les techniques en justice restaurative sont plus complètes et ont une approche collective. C'est-à-dire que la médiation, on peut en faire sans en faire une politique dans tout un établissement, mais de le faire dans sa pratique propre. Tandis que la justice restaurative invite à ce que finalement les élèves ils évoluent avec différents adultes, mais qui ont cette approche-là du conflit. Et disons qu'il y aura une cohérence et ils sauront à quoi s'attendre. Je ne sais pas si ça répond. Une anecdote, juste pour vous raconter. Le premier cercle restauratif qu'on a fait dans mon établissement, la situation était la suivante, c'est-à-dire que vous aviez des élèves qui avaient organisé un match, les blancs contre les noirs dans la cour, et les maghrébins étaient les remplaçants. Alors, la question s'est posée, comment on va répondre à ça? On n'était pas encore formé à la justice restaurative à ce moment-là. Hein. Et donc, alors, toutes les idées ont fusé. Hein. Conseil de discipline, 22, 30 élèves en conseil de discipline, ça fait beaucoup. Quelle réponse? Comment on va faire, etc. Puis finalement, où est la victime? Alors, la victime, c'est l'établissement, c'est les valeurs, c'est nos valeurs, parce que ça heurtait tout le monde. Finalement, tout le monde était heurté, mais personne ne savait comment. Quelle réponse? Alors, est-ce qu'on met tout le monde dehors 3 jours? Ça peut être une solution aussi. Finalement, on a fait notre premier cercle restauratif comme ça. Ne plus jamais refaire. C'est-à-dire que c'était. Ceci dit, ça a quand même fonctionné, mais ils étaient très nombreux, forcément. Donc, il y a fait des cercles concentriques. Donc, pour faire, donc ça a été une grande salle, voilà. Mais la solution a été trouvée quand même, a été restaurée, c'était d'organiser un match
dans les règles de l'art, avec les valeurs du sport, et en respectant les valeurs qui étaient les nôtres. Voilà, donc voilà, tout ça, ça s'est fait sans formation, donc on a fait du bricolage. Je ne regrette pas l'avoir fait du tout, mais parce qu'on aurait pu faire un CD aussi, mais voilà. Juste pour vous dire qu'on peut tout faire avec la pratique restaurative. Il y a une question, je crois. Oui, pardon. Non, je voulais juste répondre à la question de tout à l'heure sur la différence entre médiation et pratique restaurative. Et, il y a aussi un point qui est important, c'est-à-dire que souvent, dans la médiation, on confronte donc un auteur et une victime et on oublie le groupe. Or, la violence a été faite en groupe. Et donc c'est pour ça que moi je suis enseignant à Nantes, et donc j'étais formé par Max Schuming dont il était question tout à l'heure, et on travaille sur le groupe classe parce que en fait la violence est souvent faite devant un groupe classe, et donc il faut vraiment l'intégrer dans cette réparation. Ce groupe classe, c'est lui qui est moteur, parce que l'auteur va pas forcément toujours reconnaître sa part de responsabilité, mais c'est plus facile d'agir aussi sur le groupe de spectateurs, de faire prendre conscience qu'ils ont une responsabilité en ayant laissé faire, et on considère que ce qui a été abîmé devant un groupe peut être réparé devant ce groupe, et c'est ce qui arrive bien souvent d'ailleurs. Je voulais savoir si vous disiez que le nombre de conseils de discipline avait énormément diminué. Et la dernière anecdote que vous avez racontée me fait penser à cette question. Est-ce qu'il y a moins de conseils de discipline parce que les pratiques de justice restaurative bien contribuent à améliorer le climat scolaire, mais est-ce que aussi ça n'a pas fait changer les regards sur les motivations qui amenaient à ces conseils de discipline? Si, complètement. Définitivement oui, y compris sur le nombre de rapports disciplinaires. Et étonnamment, les enseignants produisent beaucoup moins de rapports disciplinaires. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui peut se régler autrement. Effectivement, alors par contre, le parallèle, c'est qu'il y a beaucoup de groupes de parole qui se mettent en place. Énormément. Donc oui, je pense que ça a un effet immédiat. Ouais, j'ai pris le micro. Héloïse Kelbut de l'Institut français pour la justice restaurative. Tout à l'heure, on se posait la question vous posiez la question de la formation, etc. Et je n'ai pas envie de donner mon avis sur la question. C'est plus que je rebondis avec ce que vous amenez. Ce que j'entends, moi, quand vous parlez de votre premier cercle restauratif sur les Blancs contre les Noirs et les Maghrébins en remplaçant, et de ce que vous en dites des cercles concentriques, et c'était notre premier, on n'était pas formés. J'ai l'impression je suppose que par votre posture, vous avez incarné des choses de la posture qu'on tente d'enseigner, à savoir la co-construction, la transparence, on fait ensemble, l'humilité, on ne sait pas où on va. On se met à l'horizontale, on a des places tout autour de la... Et je pense que peut-être sans la formation que nous, par exemple, on donne aux gens de l'administration pénitentiaire ou des services d'aide aux victimes, c'est une posture qui est effectivement sur de la connaissance théorique. On fait un module entier théorique et après on fait un module. Le deuxième module, c'est uniquement sur les mises en situation et basculer de cette posture d'autorité, de savoir ce qui est bon pour l'autre, et on essaye de les faire basculer à ok, on se met pas au même niveau parce qu'on n'est pas dans les mêmes places, mais on co-construit, on est transparent sur où on va, on ne sait pas et vous devez nous dire aussi, et je pense qu'il y a quelque chose de là qui se retrouve et qui a permis dans votre, comme vous dites vous, de votre bricolage, de finalement qui correspondait aux mêmes objectifs. Je vois quelque chose de là. Et après, j'ai juste envie de quelque chose que j'essaye de retirer quand le monsieur juste avant moi, qui travaille ici, monsieur le professeur en bleu et rouge, qui disait qu'est-ce que vous considérez comme infraction, comme situation qui aurait permis plus de satisfaction dans ce que vous avez proposé aujourd'hui dans votre lycée, collège. Et je me disais, à chaque fois, il faut se reposer la question, il me semble, satisfaction de quel point de vue? Parce que si on reste encore à savoir la satisfaction à son niveau sur « je veux que ça s'améliore dans mon établissement », on risque aussi de louper des choses sur la satisfaction que tel ou tel ou tel peut en tirer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais.
Moi, je retiens de cet échange une ode au bricolage. Et je trouve que pour une journée de séminaire FESPI, c'est quand même une très belle conclusion. Et puis, j'espère qu'on aura contribué avec cet échange à peut-être nourrir un petit peu notre supplément d'âme de professionnels de l'éducation. Merci en tout cas pour votre participation. Donc nous avons une pause d'un quart d'heure et puis on se retrouve dans l'amphithéâtre pour vous présenter la FESPI, se connaître, se reconnaître. À tout de suite, merci.